Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans ce numéro de notre émission Respiration consacrée à l'actualité de la santé et du bien-être au travail. Au programme de cette émission, nous découvrirons le design actif, un concept développé par la société Mazam pour lutter notamment contre ce fléau qu'est la sédentarité. Nous profiterons du 10e anniversaire de l'association GHW Global Heart Watch, qui œuvre pour la prévention de la mort subite de l'adulte par arrêt cardiaque, pour faire un point évidemment sur les actions menées tout au long de ces 10 années, et nous parlerons également qualité de l'air intérieur et de ses enjeux avec Nathéo Santé, au moment même où vont démarrer, malheureusement pour certains, et j'en fais partie, les premiers symptômes dus aux allergies printanières. Et je suis ravi d'accueillir sur ce plateau Christophe Mazière, cofondateur de Mazam et dirigeant de Print Valley. Bonjour Christophe. Bonjour Lionel. Bienvenue. Merci beaucoup. Gilbert Blaise, cofondateur de GHW, donc Global Heart Watch. Je précise que tu es ancien directeur de l'environnement de travail de la SNCF, ancien président de l'ARCEC devenu l'ID. Bonjour Gilbert. Bonjour Lionel. Bienvenue. Merci. Et enfin Thierry Ricci, dirigeant fondateur de Nathéo Santé. Bonjour Thierry. Bonjour Lionel. Et bienvenue également sur ce plateau. Alors on va démarrer ensemble Christophe. Chez Mazam, vous êtes les spécialistes du déménagement sans changer d'adresse. Si j'ai bien lu, c'est votre mantra. Vous prenez ces jolis mots que sont l'upcycling, le rethinking, comment dit-on ? Ou rethinking à la française, d'espace. Et vous aviez donc développé ce concept de design actif, alors que j'ai vraiment trouvé très intéressant. Vous l'avez mis en œuvre au sein des locaux de Print Valley, qui est une agence de communication alors qui intervient notamment dans le print, dans le digital, et que tu diriges d'ailleurs. Tout à fait. Voilà. Et donc, avant de découvrir les images de ce rethinking d'espace, je voulais que tu nous expliques rapidement en quoi consiste ce concept de design actif. Eh ben, le design actif, on va revenir un petit peu aux origines. C'est un concept qui a été déployé plutôt en Amérique du Nord, aux États-Unis, Canada, et également en Europe du Nord, et qui vise en fait à optimiser l'espace public pour faire en sorte que celui-ci incite à l'activité physique de manière libre et spontanée. C'est la définition. Et ce design actif, aujourd'hui, connaît un petit vent de succès en France également, avec l'arrivée des Jeux Olympiques, par exemple. Et beaucoup de villes commencent à intégrer le design actif chez eux. Et nous, on a regardé ça avec mon associé, Nicolas Pogam, avec un œil très intéressé, parce que chez Mazam, on a toujours voulu prôner un petit peu le mouvement dans l'entreprise, c'est-à-dire ne pas rester figé derrière son bureau, mais passer sa journée aller dans divers agencements, divers aménagements dans les bureaux. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour amener du mouvement dans l'entreprise ? Et ce concept nous a plu, et c'était en plus un concept qui luttait contre la sédentarité. On s'est dit, finalement, prenons ce concept de design actif et rentrons-le dans le mur des bureaux. Alors, pourquoi lutter contre la sédentarité ? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, la Fléau aujourd'hui, non ? C'est un énorme fléau. 119e pays sur 146 en matière de sédentarité chez les jeunes. Oui, 51 000 décès en France par an dus à la sédentarité. Troisième cause de mort évitable en France après la cigarette. Sitting is the new smoking, c'est ce qu'on dit aujourd'hui. Un coût direct pour l'assurance maladie de 500 millions d'euros à l'année. Indirect pour les entreprises de 500 millions à l'année. On parle d'1 milliard d'euros à l'année. C'est quelque chose d'assez énorme. Donc, il nous paraît très important qu'on travaille contre la sédentarité et encore plus dans les bureaux tertiaires, où on sait qu'un salarié du tertiaire passe en moyenne 6 à 7 heures assis derrière son bureau et qu'au-delà de 7 heures par jour passées en position assise ou allongée en situation d'éveil, on est considéré comme sédentaire, avec des risques très importants sur la santé. Oui. Donc, et même si on fait les 30 minutes d'exercice par jour, si on reste plus de X heures assis dans la journée, on a les mêmes facteurs de risque. Tout à fait. On peut être marathonien et aller courir 3 fois par semaine. Si vous passez 9 heures sur une chaise dans la journée, vous avez les mêmes risques en termes de sédentarité que les autres. Donc, c'est important de le rappeler. Ce qui est intéressant aussi, c'est que vous faites tout ça sans gros travaux et sans forcément aller vers ces fameux espaces fitness qui prennent de la place et qui peuvent coûter un peu cher. Je disais, vous avez fait une sorte de POC, de Proof of Concept, c'est ça, au sein de vos propres locaux chez Print Valley. On va découvrir des images. Explique-nous ce que vous avez fait. Alors, il n'y a pas le avant-après, mais je mettrai une vidéo, un lien vers une vidéo où on voit le avant-après. C'est vraiment impressionnant. Là, on n'a que le après, mais déjà,
Déjà, c'est très sympa. Alors, qu'est-ce que vous avez fait exactement dans vos locaux? Alors en fait, là, on va se retrouver dans l'entrée des bâtiments de mon agence de communication, donc, qui s'appelle Print Valley, qui héberge également Mazam. Ouais. Et là, donc, on voit les premiers signes du design actif, que sont les bandes au sol, qui permettent de vous guider. Et les bandes au sol vous amènent directement vers les escaliers. Ouais. Pourquoi les escaliers? Parce que les escaliers, c'est un des grands marqueurs du design actif. Il faut savoir que 7 minutes d'escalier par jour, c'est 50% de risque cardiovasculaire en moins sur 10 ans. 7 minutes d'escalier, c'est en gros, chez nous, on a 2 étages, c'est 7 allers-retours dans les escaliers par jour, c'est-à-dire quasiment rien. Donc on a ça, et puis on a également sur la gauche une petite carte qui va montrer toutes les activités qu'on peut faire à l'extérieur, voire même des courses à pied ou 30 minutes de marche pour aller faire de temps en temps des points à l'extérieur, plutôt que de faire ça dans des salles de réunion où on est assis. Ouais. Donc là, on va se retrouver à l'intérieur des escaliers qu'on a voulu décorer le mieux possible avec quelque chose d'assez expérientiel sur le thème de la grimpe, tout simplement parce que Print Valley, on était un petit peu dans le thème de la montagne et c'est des choses qu'on aime bien, c'est du dépassement de soi, c'est quelque part aller chercher le sommet, et quand on veut atteindre le sommet, on y va en équipe. Donc ça correspondait tout à fait à l'ADN de notre entreprise. Oui, on voit qu'il y a un mur d'escalade. Oui, il y a un gros mur d'escalade, effectivement, qui peut être utilisé parce qu'on est sur des vraies prises d'escalade. Il y a des casques, des faux rochers. Et là, on va atteindre le sommet en étant quelque part félicité avec un petit good job, vous avez atteint le summit. Et puis un petit miroir qu'on voit pas ici, mais qui tout ça est sécurisé. Et tout ça est bien entendu complètement sécurisé. C'est important, même si on est chez nous, des choses qu'on pourrait peut-être pas faire dans des IGH dans des entreprises, parce que malheureusement il y a quelques contraintes, mais toute la partie sticker par exemple est en M0, donc peut être installée à peu près partout. Et puis on a mis en place, on l'a vu un petit peu tout à l'heure rapidement, mais pas mal de petits agrès également qui vont rentrer à l'intérieur du parcours du collaborateur. C'est-à-dire qu'un collaborateur, quand il va se déplacer chez nous ou un visiteur, va se retrouver par exemple avec un punching ball. Alors il y a des moments où on en a marre, quand on est en train de travailler, on a eu un coup de fil qui n'a pas été sympa. Et passer 2-3 minutes à donner un coup de poing dans un punching ball, très clairement, je vous assure, ça fait beaucoup de bien. Ça peut être en sortant d'un rendez-vous avec un patron? Le punching ball est bizarrement, parce que c'est pas moi qui ai décidé de la position, on a été plusieurs autour de la table en atelier, le punching ball a été mis devant mon bureau. On me demande un petit peu pourquoi, il doit y avoir un signe quelque part qu'il va falloir que j'analyse un peu plus. Non, c'est vrai, là on voit un espalier, on voit effectivement on voit aussi un vélo bureau. J'ai découvert ça récemment, les vélos bureaux, c'est utilisé ça vraiment? Alors pour le coup, on s'est dit on va en acheter un, puis on va le poser un petit peu comme ça, on va voir ce que ça peut donner. C'était un peu d'ailleurs notre montre, on est là pour faire du test un petit peu. Et le vélo bureau est très utilisé. Il est pris, il y a même là où on a 2 étages, il prend l'ascenseur maintenant, le bureau vélo, parce qu'il y a des gens qui veulent l'utiliser, qui vont le récupérer. Et le soir, de temps en temps, il change d'étage parce qu'on va le chercher. Et c'est très utilisé pour faire des visios. Pour faire de la lecture, quand vous êtes sur quelque chose, sur de l'écoute, rarement sur du travail où vous devez véritablement taper des choses, mais par contre sur des choses où vous êtes un petit peu passif. Pour le coup, c'est très utilisé. Je pensais que c'était pas si confortable que ça, mais apparemment donc c'est bien. On voit ici le punching ball, on voit la punch zone également, qui est faite à 2 niveaux. Vous le verrez là, il tape en haut, mais il pourrait taper également en bas avec ses pieds. Et ça a été fait également pour que des PMR puissent se défouler aussi. Parce qu'on a pensé également aux accessibilités PMR qui sont très importantes. Quand on fait du design actif, on essaie de le faire pour tous et de manière la plus inclusive possible. Donc là, en fait, l'idée, c'était à la fois de placer comme ça des petits nudges un petit peu partout, encourager en fait au mouvement. Ici, assez drôle aussi, je trouvais ça assez drôle, vous avez simplement dessiné une chaise, c'est ça? C'est ça, alors on en a 3 au total des chaises dans l'entreprise. Il y a celle-ci, il y en a une chez Mazam, dans la cabine Mazam, qui est plus une chaise de bureau, parce qu'on est dans le truc Mazam. Mais là-dessus, effectivement, dans celle qu'on voit ici, vous avez un petit tableau des records à côté. Et celle-ci, c'est la plus utilisée parce qu'il y a le tableau des records. Et j'ai des équipes qui se sont pris de passion pour la chaise et qui font des concours de chaises de manière hyper régulière. Aujourd'hui, ça fait partie de leur petite pause active. Avant, c'était les pauses cigarettes, maintenant, c'est les pauses chaises. Et puis, on va prendre le chrono, et on a même un petit trophée aujourd'hui qui se balade de bureau en bureau en fonction du détenteur du record. Aujourd'hui, on est à 5 minutes 40 quand même, en chaise. Ça fait à peu près une semaine ou 10 jours que ça tient. Là, ça commence à devenir un petit peu sérieux. Et là, donc, on est chez Mazam, donc vous avez un espace aussi pour Mazam, où on voit là aussi, vous avez installé tout ce qui encourage à la pratique un peu
sans parler de sport, mais en tout cas de bouger un peu. C'est ça, c'est pas du sport, c'est vraiment mettre de l'activité physique, c'est-à-dire de l'activité physique modérée ou faible, mais malgré tout 30 minutes d'activité modérée ou faible dans la journée. Ouais. C'est ce qui est recommandé par l'OMS et ce qui vous permet d'être en bonne santé. Donc là, on peut sauter pour aller taper sa main sur le plafond. Il y a un petit panier de baskets avec un Willy Victor Wembanyama en format 2,25 m qui fait sa vraie taille. C'est là où on voit qu'on est quand même, finalement, même avec 2,40 m de hauteur sous le plafond, ça reste petit quand il est en détente. Et puis, effectivement, vous allez y retrouver un petit peu partout dans les locaux. Pas mal d'informations également et de nudges qui vont vous expliquer que, par exemple, prendre l'ascenseur, c'est peut-être pas une très bonne idée non plus pour l'écologie. 6 à 8% de la consommation électrique d'un bâtiment. Donc ça, on le rappelle, juste à côté du bouton, juste à côté du moment où on appuie. Est-ce que vous êtes certain que vous voulez prendre l'ascenseur 5 à 8% d'économie d'énergie, est-ce que ça vous parle ou pas de temps en temps, quand on a un peu de fibre environnementale et pas uniquement la fibre santé, ça fait on se dirige vers les escaliers. Alors évidemment, la question, quel budget et surtout quel délai est-ce qu'il faut compter pour une opération de ce type? C'est des opérations que vous faites en site occupé, j'imagine? Alors, c'est des opérations qui sont effectivement au site occupé et qui sont de manière très rapide en termes d'exécution à proprement parler. Ouais. Alors déjà, pour revenir sur la partie prix, tarif, on a fait une étude sur ce qu'on aurait vendu, le projet qu'on a fait chez nous, à un client externe. Ouais. En gros, on aurait été, pour des locaux qui font 1000 m² au total, aux alentours de 50 000 €. Et là, véritablement, on a forcé le trait. Il y a des balloons, donc des ballons de chair un petit peu partout. Il y a des vélos bureaux. Il y a eu pas mal de choses, beaucoup de stitchage, des agrès qui coûtent un petit peu d'argent, etc. Donc, on est vraiment assez, et puis très, très fort en design actif. Donc, aujourd'hui, on sait qu'entre 20 et 50 € du mètre carré, à peu près, suffisent pour pouvoir intégrer du 50 € du mètre carré, c'est finalement la limite 5 €. On fait vraiment, on n'ira jamais au-delà de 50 € du mètre carré, et on est capable même de descendre beaucoup plus bas quand il s'agit de traiter des gros espaces. Que finalement, le design actif, ce qui est important, c'est d'avoir des petits spots dans les circulations. Donc, que les bureaux sont gros quelque part, et bon, ce sera Et donc, sur 1000 m², en combien de temps vous avez réussi à redesigner? Alors, le redesign nous a pris beaucoup de temps parce qu'en même temps, on était un petit peu en proof of concept. On a eu beaucoup de personnes qui ont participé, un ancien député, Régis Ronico, des spécialistes de la com avec Franck Lapiro, par exemple, qui nous a filé un gros coup de main aussi là-dessus, des sportifs, des handisports également qu'on a sollicité. Donc, ça nous a pris 4 mois à peu près. Aujourd'hui, là, on est sur 2 projets clients importants. En gros, la partie design, il faut compter 1 mois et demi à 2 mois grand maximum. Production, mais invisible pour le client, une quinzaine de jours. D'accord. Et la partie exécution, vous en avez environ pour 24 à 48 heures pour le print à être posé, et puis une journée à peu près pour poser les agrès et les différents équipements. Et là, ça fait combien de temps alors que vous êtes dans les locaux redesignés comme ça? Ça fait à peu près 6 semaines qu'on a inauguré nous les réalisateurs. Mais vous avez peut-être déjà un petit retour d'expérience, non? Mais on commence à avoir des retours d'expérience. Alors déjà des retours d'expérience de la part des médias, parce que finalement le fait de faire cette inauguration, d'envoyer quelques images sur les réseaux sociaux, nous a rapporté pas mal de médias. France 5 était chez nous hier par exemple pour filmer nos locaux pour le journal de la santé. Le Monde a publié un petit article également sur nous. L'équipe est passée nous voir, la Tribune également. Donc ça intéresse, j'allais dire déjà les médias, et puis ça intéresse également nos clients. 2 projets qui sont rentrés depuis qu'on a présenté donc le concept. Après, pour le Rex, au niveau des utilisateurs, moi ce que j'ai noté déjà, c'est une plus grande utilisation des ascenseurs des escaliers par rapport aux ascenseurs. Oui, c'est 9 ascenseurs, vous en êtes quand j'ai été prévenu. C'est dingue. C'est-à-dire les ascenseurs étaient en panne pendant 2 jours, on ne m'a pas prévenu, c'est moi qui dois appeler, sur une petite structure, c'est moi qui appelle pour faire réparer. Il n'y a personne qui m'a prévenu pendant 2 jours. Et quand on m'a dit, tiens, ça fait 2 jours quand même que les ascenseurs sont en panne, tu devrais peut-être rappeler. Écoute, j'étais pas au courant et peu de personnes étaient au courant. Donc ça fonctionne. Ouais. Donc je vous disais, nouvelle passion pour les concours de chaises dans les équipes, et puis une plus grande mobilité, une plus grande activité des salariés qui se mettent à beaucoup plus bouger, à faire un petit peu plus de pause active, c'est-à-dire que plutôt que d'aller prendre uniquement un café, on va faire la chaise, on va donner quelques coups de poing. Beaucoup de rire un peu entre midi et 2, là où c'était pas forcément le cas. Alors ça, c'était pas forcément le cas, c'est pas non plus trop le cas parce qu'on n'est pas en train de promouvoir l'activité sportive. Donc c'est vrai que ça n'a pas trop fonctionné, mais par contre des marches après manger, oui. Ah oui. Des réunions en marchant, oui. Donc on est sur de la
quelque part de l'activité, de l'activité sportive à proprement parler, C'est on aussi tient chez nous. une nouvelle fierté aussi finalement d'être dans des locaux qui ont peut-être plus de sens et donc aussi pour les montrer, les faire visiter, non? J'ai rarement eu autant de clients et de fournisseurs qui ont été invités et qui sont passés chez nous. Alors, je pense que mes commerciaux l'utilisent également comme attrait pour faire venir les clients. Mais malgré tout, là où des fournisseurs ou des partenaires passaient, allaient dans le bureau de leur contact aujourd'hui, à chaque fois, on leur fait faire le tour complet de l'entreprise et le tour des locaux. Et effectivement, je sens une certaine fierté de la part des salariés d'être dans des locaux qui sont décorés de manière chouette et qui prennent soin de leur santé. Double effet qui se coule, c'est bien. Merci beaucoup, Christophe. Est-ce que ça aurait plu au directeur de l'environnement de travail de la SNCF que tu étais, Gilbert, ce design actif? Oui, quand on a fait connaissance tout à l'heure, j'expliquais qu'il me paraissait tout à fait naturel que cette innovation attire l'attention des médias et surtout de la filière métier. Donc, moi qui baigne dans tous ces réseaux depuis très longtemps, je ne m'inquiète pas beaucoup quant à la résonance que ça va avoir dans le monde de l'immobilier, dans le monde de l'environnement de travail et tous ceux qui gèrent des espaces de travail aujourd'hui. C'est en phase avec les tendances actuelles. Hein. Ça a du sens et évidemment, moi, en tant que président fondateur de Global Earthwatch, on est complètement aligné puisque moi, j'interviens dans les bâtiments pour former les gens à sauver les gens qui, sédentaires, font des morts subites, à peu près 5000 par an dans le lieu tertiaire, donc avec un taux de survie de 3%. Je vous laisse méditer le sujet. Donc, il y a une alliance naturelle qui devrait se bâtir entre nos deux activités, bien évidemment. Eh bien, voilà, tu fais parfaitement la transition, Gilbert, puisque on va continuer ensemble. Donc, je le disais, GHW, et tu l'as rappelé, Global Earthwatch, donc c'est une association que tu as créée avec Tina, avec ta femme, à la suite du décès de Pierre, ton fils, d'un arrêt cardiaque soudain. Déjà 10 ans pour GHW, 10 ans d'existence. Donc, c'était le bon moment de se poser un peu, de faire un bilan. Aussi de rappeler que la mort subite de l'adulte par arrêt cardiaque, ça ne touche pas que les sportifs, même si c'est ceux qui sont les plus médiatisés. Est-ce qu'on sait combien de personnes sont touchées chaque année? Environ 50 000 personnes, dont 1500 sportifs, 500 enfants dans le milieu familial ou scolaire, 40% de femmes et 5000 personnes à peu près par an sur lieu de travail directement. Ah bah voilà, ça allait être ma deuxième question. Donc sur le lieu de travail aussi, à peu près 10%. 5000 personnes. On voit que ça touche quand même beaucoup de monde. Alors la première étape évidemment de la prévention, c'est de diffuser les gestes qui sauvent. Gestes qui sauvent, massage cardiaque, utilisation d'un défibrillateur. Tu le rappelais, l'un des grands objectifs de Global Earthwatch, c'est de former, de sensibiliser aux gestes qui sauvent. Vous étiez d'ailleurs fixé quelques objectifs, on va les voir à l'écran, il y a 10 ans. Et parmi ces objectifs, vous étiez fixé celui de sensibiliser 100 000 personnes en 10 ans, de verser 1 million d'euros à la recherche scientifique, d'ouvrir des centres d'accueil, de faire voter des lois et de créer des territoires remarquables aux gestes qui sauvent. Bilan au bout de 10 ans, Gilbert, contrat rempli, tant sur le nombre de personnes sensibilisées que sur les dons à la recherche. On va les voir aussi apparaître à l'écran. Comment vous avez fait ça? Tu sais, quand tu m'as présenté tout à l'heure, et tu fais toujours ça d'ailleurs, tu me présentes comme ancien directeur environnemental de la SNCF. J'ai passé 10 ans dans ce rôle en fin de carrière. Oui. 8 ans comme président de l'ARCEI, mais pendant 25 ans, j'étais directeur général de multinationale. Donc, moi, avant tout, je suis un dirigeant d'entreprise. Et chaque année, je fixais des objectifs à mes troupes en étant à peu près certain qu'ils soient capables de les atteindre. Sans quoi, on crée de la frustration. Donc, je me suis fixé des objectifs comme si j'étais dirigeant d'une entreprise, avec à un moment donné un côté un petit peu aventurier, en se disant quand on crée, on part de rien, en fait, on part d'une page blanche. Et je considère qu'un dirigeant, quand il prend des décisions, il se fixe des objectifs, et qu'il y croit, et qu'il engage ses collaborateurs à y croire, il finit par les réaliser. La preuve c'est qu'on a passé les seuils. Oui. On est à 102 000 personnes sensibilisées. Voilà, ça c'était. Et il faut savoir que chaque fois qu'on sensibilise 10 000 personnes, on sauve une personne. Donc aujourd'hui, on a sauvé 12 personnes qui devraient être décédées, qui ont été sauvées grâce aux gens que l'on a formés
avec les ratios que j'ai évoqués tout à l'heure. Alors on le voit, Voilà. on voit à l'écran la photo, la sensibilisation, c'est ce qu'on voit là. Et vous intervenez où? On intervient dans le milieu grand public, dans le milieu de l'entreprise. On intervient dans les centres sportifs et dans le milieu scolaire. Donc chaque fois que quelqu'un, quel que soit le milieu, nous demande d'être sensibilisé, d'apprendre, on répond toujours oui. Ouais. C'est bénévole et c'est gratuit parce que nous sommes soutenus par 100 entreprises mécènes qui soutiennent l'association. On est d'intérêt général, les dons sont défiscalisés et ça nous donne les moyens et les ressources de former les gens bénévolement. La formation, l'aide, les dons faits à la recherche, depuis 2014, on est à 1 million, tout pile à fin 2023, notamment le centre d'expertise de la mort subite, mais pas que. Pourquoi le centre d'expertise mort subite? Parce que c'est Xavier Jouven qui vous accompagne depuis le tout début. Oui, c'est plutôt nous qui l'accompagnons. Et inversement, en fait, quand on a créé l'association, nous ne sommes pas des scientifiques. Et compte tenu des enjeux que nous sommes fixés, que tu as rappelés, il fallait absolument qu'on ait une caution scientifique. Ça nous permettait d'avoir accès à des professionnels qui travaillent sur des projets de recherche et de voir, au fond, quels sont les projets de recherche qui vont avoir un impact sur la survie. C'est ça. Et l'amélioration du taux de survie, je le rappelle, c'est 3% de gens qui survivent sur 50 000. Quand on a créé il y a 10 ans. Aujourd'hui, on est à 7%. D'accord. Mais les enjeux et les cibles, c'est 30%. Parce que dans les pays scandinaves, ils sont à 30%. À Seattle, aux États-Unis, ils sont à 30%. Donc c'est possible. Donc c'est possible. Et la solution passe par la sensibilisation des témoins. Et en attendant, il faut financer des projets de recherche. Un projet majeur actuel, on en a 5 ou 6 actuellement. Un projet majeur, c'est la prédiction de la mort subite. Donc on gère avec la sécurité sociale des dizaines de milliers de données sur 300 000 personnes sur les 15 dernières années. Tout ça, c'est brassé par des algorithmes de Polytechnique, par le centre d'expertise de la mort subite, que l'on finance. Et on a déjà des éléments qui sortent des analyses et des pistes sérieuses qui permettent de faire de la prédiction sur la mort subite. On sera capable de dire, telle personne, compte tenu des antécédents de sa famille ou des traitements, des médicaments qu'elle prend, de son mode de vie, est susceptible de faire un arrêt cardiaque dans l'année qui vient. C'est ce sur quoi on travaille aujourd'hui. Au lieu d'être dans du curatif, on est dans du préventif. Là, pour les débats autour de l'intelligence artificielle, on peut aussi donner cet exemple-là dans l'exemple positif, évidemment, et d'apport à un sujet important. Alors, vous avez soutenu et contribué, on va aussi le voir à l'écran, l'élaboration de lois, celle de 1900. Alors, hop, je suis allé un peu vite, non? Voilà. Les lois, elles sont ici. Sur 2018, l'obligation pour les ERP de s'équiper de DAE, celle de 2020 sur la création notamment du statut de citoyen sauveteur, mais aussi, vous le voyez à l'écran, l'instauration de journée nationale de lutte contre l'arrêt cardiaque, la sensibilisation aux gestes qui sauvent. Voilà, je voulais qu'on s'arrête aussi un peu sur la notion de territoire remarquable. Avant ça, si un point quand même, vous avez ouvert 2 centres d'accueil. Absolument. Lorsque nous, on a vécu ce drame, comme de nombreuses familles, on s'est senti totalement abandonné par la société. D'ailleurs, je voyais Caleno, qui a perdu son fils, témoigner dans les médias récemment et disait exactement la même chose. Bon, donc nous, on a réagi en disant on va créer des centres d'accueil des familles impactées par la mort subite. Ça veut dire que dans une entreprise, un directeur des ressources humaines, un président, un DG, a connaissance qu'il y a eu un malaise cardiaque chez un de ses collaborateurs ou dans sa famille, il peut le guider vers GHW et on le prendra en charge. Que ce soit un survivant équipé de stent ou de défibrillateur et qui veut s'engager pour cette cause, ou de quelqu'un qui a perdu la vie, sa famille veut s'engager pour cette cause, on vient chez GHW, on prend en charge et on leur explique le rôle qu'ils peuvent jouer pour sauver des gens. Voilà, il y a des lieux. Donc le premier, à Paris 16e, alors il s'appelle les centres d'accueil Pierre Blaise, la main sur le cœur. Et donc vous pouvez les retrouver. Il y en a un à Paris 16e, un autre tout récent à Sophia Antipolis. Et quand même aussi, je voulais qu'on parle des gestes, des territoires remarquables en gestes qui sauvent, parce que ça aussi c'est une initiative. Absolument. Que vous développez. On a déposé une marque pendant le Covid qui s'appelle Territoire remarquable en gestes qui sauvent. Et en clair, une entreprise qui, on pourrait prendre les exemples des 2 dirigeants qui sont autour de la table, eux
ils déploient des solutions pour la qualité de vie et la santé dans des entreprises. En même temps, ils peuvent dire, je soutiens une association comme GHW qui peut intervenir auprès de vos salariés, de vos visiteurs, de vos clients pour apprendre aux personnes à faire les gestes qui sauvent. Donc là, on voit bien qu'on a des liens. Et là, c'est éligible au concept territoire marquable. Parce qu'une entreprise qui s'engage et qui porte notre cause est éligible au concept territoire marquable. Ce n'est pas un énième label. Donc aujourd'hui, nous avons déployé 2 territoires marquables. Un sur Val d'Europe avec Disneyland, avec le vice-président immobilier Christophe Giral. Ouais, Un dans le 06 avec le président du département du 06 et le syndicat départemental incendie et secours. Donc ça veut dire qu'on intervient dans le milieu sportif, dans les écoles, dans les entreprises, dans l'espace public. Quelques exemples. Jeux olympiques, paralympiques. Dans 60 gares, il y aura 10 000 volontaires de l'information pour accueillir 15 millions de visiteurs, dont beaucoup de handicapés. Qui fait la sensibilisation aux gestes qui sauvent? C'est GHW. D'accord. On est sur l'arrivée du Tour de France à Nice. Et oui. Une seule étape à Nice, le 21 juillet prochain. Oui. GHW, en partenariat avec l'aéroport Nice-Côte d'Azur, va faire des gestes qui sauvent D'accord. pour les familles, les visiteurs, les spectateurs, à l'occasion. Vous voyez, on est vraiment sur le territoire. D'où l'intérêt. Tout territoire remarquable en gestes Oui, qui sauvent. voilà, les territoires remarquables, j'ai compris. Dernier point aussi, Gilbert, un point d'actu d'ailleurs, parce que tu es en train d'organiser la prochaine soirée de gala de l'association qui en tient un peu régulièrement, intervalle régulier en tout cas, et elle se tiendra la prochaine soirée le 4 octobre Le prochain. 3 octobre. Le 3 octobre, je ne sais pas pourquoi j'ai mis 4. C'est le 3. C'est bien le 3, c'est le jeudi 3 octobre. Où est-ce que ça aura lieu et comment est-ce qu'on peut t'aider? Alors, Salvagram à Paris, magnifique salle, Oui. emblématique. Il est prévu 500 dirigeants et décideurs de notre écosystème. Je le rappelle toujours, j'ai créé l'association dans notre écosystème. Archi, aménageurs, fabricants de mobilier de bureau, serviciels, tout le métier du FM, tout ce qui est qualité de l'air, le contact, le Smart City, tout le monde est là. Ce soir-là, c'est vraiment le rendez-vous incroyable. Hein. Donc, on a même des problèmes de place. Donc, régulièrement, c'est toujours plein. C'est l'occasion donc de vendre des tables défiscalisées à 60% aux entreprises ou demi-tables. Donc, on est raisonnable. Donc, j'espère que nos 2 amis ici vont être présents à cette soirée en amenant 3, 4, 5 de leurs clients. Ils vont rencontrer des dizaines et des centaines de décideurs. Nous, on les met à l'honneur tout le temps sur scène. On sait faire pour rappeler qui nous soutient. Donc, ce soir-là, on versera un chèque de 100 à 160 000 euros à la recherche grâce aux fonds qu'on aura collectés lors de la soirée. D'ailleurs, je pense que tu devrais animer cette soirée. Je devrais y être. Tu devrais y être. C'est pour ça qu'il vaut mieux que je me souvienne bien de la date. Voilà, puisque Et le 3 n'est pas le cas. c'est toi qui l'anime d'ailleurs. Et il y aura Bénévolement. aussi une vente aux enchères de tableaux magnifiques au profit de la recherche cardiaque. Oui. Donc, c'est les fonds collectés en vendant les tables, déduction faite du coût de la soirée de la salle, qui est versé directement le soir même. Donc là, vous avez un petit avant-goût des mécènes qui nous soutiennent. Voilà, on les voit. Et je crois que tu en as un juste à ta droite. Hein, Absolument, puisque Nathéo Santé, à qui je vais passer la main dans un sens, est un mécène important pour nous, parce qu'il est dans le secteur de la santé, et on est très attaché à avoir des mécènes qui sont bien en lien avec la qualité de vie, avec toute cette préoccupation que l'on peut avoir à l'égard de nos collaborateurs et de nos familles. Oui. Et de la santé de ses collaborateurs. Et on va en parler. Merci beaucoup, Gilbert. Avec Thierry Ricci, Nathéo Santé, qui fait partie des mécènes de GHW. Alors, on va s'intéresser à la qualité de l'air intérieur avec toi, Thierry, plus spécifiquement. Je le disais, on va entrer dans une période d'allergie. On a aussi récemment j'ai vu passer une actu autour du nombre d'enfants atteints, c'est ça, d'asthme dans les écoles. Incroyable. Hein. Évitable. Évitable. Ah, c'est ça, c'était ça aussi la précision importante. Alors évidemment, chez Nathéo Santé, c'est votre cœur de métier, la qualité de l'air intérieur. Quel bon réflexe est-ce qu'on peut adopter justement face à ces allergies et aux virus hivernaux? Est-ce qu'il faut se doter d'appareils purificateurs d'air, par exemple? Et puis, pour démarrer, peut-être nous rappeler rapidement les enjeux autour de la qualité de l'air intérieur. Nous sommes tous exposés à la qualité de l'air. Il a cité effectivement plutôt des pathologies ou des symptômes respiratoires. Et même quand on est en bonne santé, on a malgré tout une influence de la qualité de l'air.
ça peut être des maux de tête, ça peut être de la fatigue, un manque de réactivité ou de créativité. Dans une salle de réunion ou son bureau, toute la journée être enfermé dans un environnement polluant, ça peut créer des Dû à quoi d'ailleurs? Dû à quoi? C'est simplement des émanations qui viennent de l'environnement. Il y a le CO2 qui peut augmenter, le problème de ventilation, mais ça peut être aussi du dégazage dû à certaines moquettes, il peut y avoir des acariens, il peut y avoir des nouvelles peintures, du formaldéhyde, il peut y avoir du trafic automobile dans la rue, donc ça fait rentrer des nanoparticules ou des microparticules. Donc il y a tout un environnement qui peut être défavorable, évidemment, à sa santé et aussi à sa productivité sur son lieu de travail. Et oui. Donc une fois qu'on a compris ces éléments-là, finalement, on vient sur le cœur de métier de Nateo Santé, qui est justement d'assainir l'air et de garantir un environnement sain en retirant ces nanoparticules, les composés chimiques, les odeurs et tout ce qui va être biologique. Avec deux chiffres que on va citer. 34% des locaux tertiaires ne sont pas équipés aujourd'hui de ventilation de système de traitement de l'air. Oui. Qui est quand même beau. Enfin, moi, je pensais que... Oui, je pensais quand même que tout le monde était équipé. Et il n'y a pas d'obligation. Non. Il y a des obligations, mais elles ne sont pas forcément appliquées. Et quand elles sont effectivement mises en œuvre, les systèmes sont mal entretenus. Ah oui, voilà. Donc il y a un encrassement, etc. Et même, voire même, donc des fois, ça dessert. Complètement l'environnement. La qualité. Et moins 10% d'arrêt maladie de courte durée dans les bureaux lorsque les polluants sont réduits de moitié. Et ça, j'imagine que c'est un impact non négligeable. 10% quand même d'arrêt maladie de courte durée en moins, clairement pour toutes les entreprises. Ça. Un chiffre qui date un petit peu, puisque je pense qu'aujourd'hui, avec la prise de conscience de la qualité de l'air, on sait davantage pourquoi on s'arrête. Aussi. Il y a le virus qui est passé par là il y a quelques temps. On fait plus facilement la relation entre qualité de l'air, polluant, virus aussi, notamment sur les open space, et arrêt de travail. Donc après, ça a un impact aussi sur la performance de l'entreprise et évidemment sur la profitabilité. Alors, les purificateurs d'air, c'est vraiment votre cœur de métier aussi. Bien, pas bien, voilà. Qu'est-ce qu'il faut, quels sont les critères importants pour se doter d'un purificateur d'air? Moi, j'ai créé Nateo Santé il y a 15 ans, parce que moi-même, je suis extrêmement sensible et fragile à la qualité de l'air, et je souhaitais concevoir un dispositif qui garantit un air sain. Donc vraiment focus sur la performance. Donc nous, on est vraiment à destination des professionnels à fort enjeu, donc c'est-à-dire fortement exposés, ou vraiment ayant un désir profond de garantir la qualité de vie humaine, ou sa santé. Donc on est vraiment en rupture avec ce qu'on peut trouver dans le mass market. Oui, parce que j'allais dire, on en trouve un peu partout maintenant, des purificateurs d'air sur des grandes plateformes dont je sais le tairai le nom. Non, voilà, mais on en trouve. Mais effectivement, il y a des dispositifs qui améliorent la qualité de l'air. Potentiellement, c'est bien. Et puis il y a ceux évidemment qui ont une intervention totale et complète, c'est-à-dire qui vont supprimer tous les polluants que j'ai évoqués tout à l'heure. Donc c'est des techniques qui sont plus complexes. Et aussi avec des temps de traitement beaucoup plus courts. Parce que si l'air, on l'a recyclé qu'à la fin de la journée, quand les salariés quittent leur bureau, ça ne sert à rien, c'est trop tard. C'est ce qu'on voit à l'écran. Là, on va voir passer quelques exemples des appareils que vous avez mis au point. Un petit mot aussi peut-être sur les bons gestes à adopter, parce qu'on a tendance, évidemment, dans cette période, à garder quand même, par exemple, les fenêtres fermées, plutôt, les froids, etc. Et on entend sans arrêt dire, non, il faut régulièrement renouveler l'air, il faut ouvrir. C'est vrai, ça, il faut le faire. Lionel, t'es allergique? Oui. Bon, tu vois qu'en fait, c'est pas si simple. Oui. En fait, est-ce que je dois ouvrir, est-ce que je dois pas ouvrir? Si j'ouvre qu'il y a un pic de pollen, ou que mes bureaux sont pas périphériques, exactement. Je vais faire entrer des pollens ou des particules, et potentiellement je peux être fragile, sensible, ou évidemment si on veut éviter, ce que j'ai évoqué tout à l'heure aussi, des maladies cardiovasculaires, là on est en pleine exposition. Donc les règles sont compliquées à identifier. Évidemment, sur le sujet du CO2, il n'y a pas 50 solutions. Il faut ventiler. De toute façon, il n'y a que deux traitements possibles. C'est les forêts et les océans qui traitent du CO2. Donc, à un moment donné, il faut renouveler. Le mieux, c'est un très bon système de ventilation, bien entretenu. Nous, on est sur un triptyque. J'aère, je ventile, je purifie. Donc, c'est pas parce qu'on ventile qu'on ne doit pas purifier l'air. Et bien au contraire, c'est bien le triptyque qu'il faut réaliser au quotidien et sur lequel il faut être très vigilant. D'accord. J'ai vu aussi, et c'est pour ça que ça m'intéressait, que tu sois là aujourd'hui, que vous proposez plus peu un Air Coach. Qu'est-ce que c'est que cet Air Coach? Je viens de te le dire. C'est très difficile de dire est-ce que là, l'air qu'on respire, il est bon? Oui. Est-ce que je dois aérer? Lionel, est-ce que tu sais si tu dois aérer maintenant? Au mois d'avril, quand ça va être le pic de pollen, est-ce que je dois aérer?
Oui, non. Ouais. Est-ce que je vais être exposé? Donc, à un moment donné, comment on peut voir l'invisible? Savoir où c'est qu'on doit pouvoir évaluer son environnement. Et puis, évidemment, le comprendre, parce que, évidemment, après, il y a des termes un peu techniques et scientifiques, donc il faut le comprendre pour pouvoir agir. Qu'on ait 6 ans, 40 ans, 80 ans, on doit pouvoir comprendre et agir de la même manière. Donc, on a créé le Air Coach. Donc, c'est 15 ans d'expérience, 15 ans de travail. Un produit qui, effectivement, embarque beaucoup de calculs, beaucoup d'algorithmes. Ah oui. Exactement. Il est prédictif, il est même proactif. Donc, il prédit finalement une dégradation de la qualité de l'air. Il peut nous inciter à passer à l'action. Donc c'est quoi? Il y a tout un tas de capteurs. Il y a des capteurs, mais au-delà des capteurs et de la mesure, parce que des appareils qui mesurent sur le marché, il y en a beaucoup. Oui. Et souvent, ils créent beaucoup d'anxiété. Ah oui. Ça passe rouge, ça change de couleur. On s'inquiète un peu. Pendant le Covid, les gens même avaient passé des choses qui passaient rouge. Ils pensaient tous qu'ils allaient mourir. Dans les écoles, le CO2 passait rouge. Il fallait quitter les salles de classe. Ah oui. Donc nous, on a vu tout ça et on s'est dit non. Il faut absolument qu'on retravaille un système complètement innovant, avec une approche ludique et pédagogique, où tout le monde peut comprendre facilement son environnement et pouvoir agir. Pas je le débranche parce que j'en ai peur et je le mets au placard. C'est un coach. Donc, il nous accompagne tous les jours sur notre lieu de travail. Ça peut être aussi des collectivités, des écoles aussi, tout à fait. Et je sais s'il faut ouvrir la fenêtre ou entre-ouvrir la fenêtre, parce que parfois c'est suffisant entre-ouvrir la fenêtre. Ça évite d'avoir froid et même aussi du chauffage, de l'énergie. Le système même peut me dire, il est temps même de fermer la fenêtre. Ah ok. Il y a des particules ou des composés chimiques dans l'air, des composés organiques volatiles ou des formaldéhydes, tu dois connaître Christophe. Donc là, allume ton purificateur d'air. Assure-toi aussi qu'il y a des bons filtres pour capter ces substances chimiques qui sont très spécifiques. Bien sûr, il historise. Il peut alerter aussi à distance, il peut être connecté aussi. Donc, s'il y a un responsable d'établissement, on peut alerter. Évidemment, pour des personnes qui sont sensibles, fragiles, asthmatiques, allergiques, c'est un outil indispensable. Ah oui. Il y a un vrai effet derrière sur les personnes. Vous avez un retour d'expérience? Le produit, il a été lancé il y a 1 an. Ouais. C'est absolument incroyable les retours, parce que les gens nous disent enfin, on comprend de quoi on parle. Ah oui. Okay. Savons, on parle de la qualité de l'air, mais on parle de quoi? Aujourd'hui, on réussit à visualiser un peu cette dimension qui nous entoure et on comprend aussi sa vie, ses symptômes, sa fatigue. On comprend comment. Et généralement, en fait, au travers d'actions simples, on perçoit qu'on vit ces journées d'une qualité nettement meilleure. En fait, on est sur des journées qui sont moins fatigantes. Ouais. Quand l'air est pollué, il est chargé. Bien sûr. On respire 2 fois plus vite. On fait des petites respirations qui sont courtes et le cœur s'accélère. On s'en rend même pas compte, hein. On s'en rend pas forcément compte. On s'en rend compte qu'on passe un tarnou. Mais design actif et air coach, hein? Bah oui. Hein, la prochaine fois. Complètement. C'est ce qui manquait sur tes photos, Christophe. Et c'est assez marrant parce que tu parles de ludique et on m'a dit très récemment un truc qui est très vrai. Quand il n'y a pas de ludique, les gens ne s'intéressent à rien. Et effectivement, je pense que c'est un petit peu le trait d'union entre nous. Le design actif, c'est assez ludique pour les gens. Et sortir effectivement un coach ludique pour répondre à une problématique aussi importante que la qualité de l'air, qui est aussi, pour le coup, une cause de mortalité importante en France. Oui. Je trouve ça magnifique. Et qui peut être angoissant. En matière d'aspect ludique et scientifique, les deux faits qui vous ont amené à créer vos entreprises sur ces fondements, sur ces valeurs, sont bien identifiés par les cardiologues et les épidémiologistes en matière de mort subite, la sédentarité et la pollution. Sachez que le nombre de décès ne diminue pas en France, il augmente, que la pyramide des âges diminue et qu'il y a de plus en plus de femmes, puisqu'elle représente 40% maintenant des 50 000 personnes qui décèdent. De plus en plus de femmes, la pollution, la sédentarité. Et je ne dis pas ça pour faire plaisir, mais c'est le résultat des études et des analyses du Centre d'expertise de la mort subite. Alors là-dessus, il n'y a pas de photo. Et concernant le côté ludique, sachez qu'on travaille avec une start-up qui a déployé de la formation e-learning, qui est ludique, validée par l'Éducation nationale et le ministère de l'Intérieur, qu'on peut importer dans des entreprises. Et ça peut être une des activités sociétales et santé publique dans l'entreprise. Donc c'est du e-learning, c'est magique. Et vous passez en revue 40 situations de danger auxquelles un individu peut être confronté tout au long de sa vie. Donc ça, c'est pas mal, c'est de la pédagogie, c'est la formation J-Ski-Sauve en e-learning dans des immeubles. Voilà. Afficheur. Très bien. Une petite info au passage, parfait. Non, mais voilà. Et pour terminer, une autre info, parce que faire découvrir aussi une autre association, vous soutenez la Fondation du Souffle
et ses objectifs que je ne connaissais pas. Et donc, je me disais que c'était la bonne occasion de peut-être faire connaître cette fondation. Qu'est-ce qu'elle fait, cette fondation? C'est une fondation qui œuvre sur justement la prévention des maladies la recherche et la prévention des maladies respiratoires. Donc, c'est un sujet évidemment qui nous touche de très très près, qui rassemble des spécialistes et des experts, aussi des mécènes, aussi, pour pouvoir justement, un peu comme Gilbert, aussi financer de manière active les actions et de la recherche. Actions de prévention, on va le voir à l'écran, à la fois de l'information. On voit ici, par exemple, sur les allergies respiratoires, l'asthme, les apnées. Il y a une journée mondiale de l'asthme, je ne savais pas, voilà. Et donc, évidemment... Sur l'asthme, il faut le savoir, 30% des salariés dans les entreprises sont asthmatiques. Ah oui, 30%. Oui. Oui, c'est énorme. C'est entre 1 et 2 enfants sur 10. Vous allez rentrer dans une crèche, c'est entre 1 et 2 enfants sur 10 de manière quasiment systématique. Et ça augmente. Et c'est allergique. Non, excuse-moi, les 30%, c'est allergique. Ah, voilà, oui. C'est allergique. Ça me faisait beaucoup. Et asthmatique, c'est 4 millions. Mais c'est déjà... non précis, c'est 4 millions de Français c'est quand même asthmatiques. Et donc, vous pouvez aussi trouver sur le site, c'est pour ça que je l'ai mis aussi à l'écran, sur le site de la Fondation du Souffle, pas mal de vidéos, de tutoriels et de conférences sur tous les sujets, dont un que j'ai listé, tu en parlais, Gilbert, la pollution et la qualité de l'air. Voilà, donc n'hésitez pas, beaucoup d'informations sur la Fondation du Souffle. Merci beaucoup, Thierry. Merci aussi à vous, Christophe et Gilbert, pour toutes ces infos partagées avec les abonnés d'Anews Workwell. À bientôt. À bientôt. Très bientôt, merci. Merci à vous, chers abonnés, de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous donc pour un prochain numéro de notre émission Respiration qui décrypte l'actu de la santé et du bien-être au travail. D'ici là, prenez soin de vous. À bientôt.